Bonjour à tous et bienvenue à un autre preview pour la saison 2022-2023 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Oilers d'Edmonton, ce fameux monstre à deux têtes qu'on dit trop souvent. Mais du côté des Oilers d'Edmonton, malheureusement, on a un monstre à deux têtes. Là. Ça, il n'y a, y a pas de question à avoir là-dessus. On a deux joueurs de centre qui sont des All-Stars, mais on a aussi une équipe qui, malheureusement, la production offensive est peut-être pas assez répandue. Alors, c'est ce qui fait que n'étant pas diversifié, des fois, ça limite un peu. Si on réussit à contenir le monstre à deux têtes, c'est problématique pour le reste de l'équipe d'être capable d'être compétitif sur un point de vue offensif. Alors, les Oilers d'Edmonton, l'année passée, ont commencé avec un entraîneur qui était Dave Tippett, mais malheureusement, lors d'une séquence de 15 matchs, il y avait 13 défaites. On a décidé de mettre fin à son contrat, on l'a renvoyé, et puis on a pris un certain Jay Woodcroft comme entraîneur, toujours avec le DG Ken Holden. Donc, l'organisation en soi n'a pas nécessairement eu une saison qui a été très différente de la dernière. J'explique rapidement pourquoi. 2020-2021, les Oilers d'Edmonton, c'est 35 victoires, 19 défaites, 2 défaites en prolongation, 72 points. On se rappelle que c'est une saison écourtée. Il avait terminé 11e dans la Ligue. 2021-2022, on termine 104 points, 11e dans la Ligue. Donc, on se maintient. Point positif, par contre, c'est que cette fois-ci, les Oilers se sont rendus jusqu'en finale de conférence contre une équipe qui était, selon moi, trop puissante, l'Avalanche du Colorado. Alors, les Oilers d'Edmonton ont quand même connu une bonne saison de manière générale. Ça a été difficile au niveau des gardiens de but, puis d'ailleurs, on va pouvoir l'observer tantôt, parce qu'au niveau des gardiens de but, ben, il n'y en a pas un qui est resté. Ben, en fait, Mike Smith est encore là, mais il est blessé jusqu'à indéterminé. Fait que bref, on ne sait même pas s'il va jouer. Je ne sais même pas si, en fait, peut-être que même sa carrière est terminée. Je ne sais pas, mais en tout cas, bref, dans le cas de Mike Smith, il est blessé. Fait que les trois gardiens de but qu'on va avoir, c'est soit un jeune ou des gardiens qu'on a été chercher pendant la saison morte. Fait qu'on n'a pas aimé le travail des gardiens de but du côté des Oilers d'Edmonton. Dans le cas de Mike Smith, on avait connu une saison de 28 matchs, 2,81, 915 d'efficacité. C'était quand même pas mauvais. Et en séries éliminatoires, il a relativement bien fait. En 16 matchs, 3,37 de moyenne, mais quand même 913 d'efficacité. Fait que bref, ça n'avait pas été extraordinaire, mais Mike Smith, c'est un gardien de but instable. C'est comme ça. C'est un gars qui est un gars d'énergie. C'est un gars qui est un gars impulsif. Fait qu'il amène cette énergie-là en séries éliminatoires, mais malheureusement, c'est un gardien de but qui est en soi instable. Alors là, ben, on a essayé de pallier à ce problème-là. Du côté des deux monstres à deux têtes, ben, Connor McDavid a connu une saison exceptionnelle. Leon Draisaitl a connu une saison exceptionnelle. Et non seulement ils ont connu des saisons exceptionnelles, mais ils ont connu de très bonnes séries aussi. Alors du côté de Connor McDavid, 33 points en 16 matchs en séries éliminatoires. Du côté de Leon Draisaitl, 32 points en séries éliminatoires. Donc ça a été vraiment une saison exceptionnelle pour les deux joueurs vedettes des Oilers d'Edmonton. Fait que de manière générale, ben, on a eu à peu près les mêmes noms qui revenaient tout le temps, malheureusement. Une petite pensée pour le défenseur Oscar Klefbom, parce que lui avait connu une bonne saison quand même en 2019-20, genre. Puis c'est deux saisons qu'il n'a pas joué pour cause de blessure. Fait que c'est dommage parce que c'est un gars qui avait un bon potentiel du côté des Oilers d'Edmonton. Puis plus que ça va, puis plus que les taux se referment parce qu'il y a des jeunes qui prennent la place au niveau des défenseurs. Puis ben, lui, ça fait beaucoup d'inactivité en peu de temps. Enfin bref. Donc, l'année passée, les Oilers d'Edmonton, c'est 49 victoires, 27 défaites, 6 défaites en prolongation pour 104 points. On a donc terminé au 5e rang dans la conférence de l'Ouest et au 11e rang dans la Ligue totale. Une moyenne de buts marqués quand même de 3,48, ce qui représente la 7e meilleure attaque de la LNH. Une moyenne de buts accordés de 3,06. On comprend avec ces moyennes-là, 3.48 marqués, 3.06, c'est un jeu ouvert. Les Oilers d'Edmonton, c'est une organisation qui a pratiquement que des défenseurs à caractère offensif, ou du moins des défenseurs qui aiment se porter à l'attaque. Cody Ceci fait peut-être un petit peu exception de la chose, là, mais quand tu as Darnell Nurse, Brett Kulak, Philip Broberg, Evan Bouchard, Tyson Barrie, c'est tous des défenseurs qui aiment ça se porter à l'attaque. Fait que c'est une défensive qui est très active, une défensive qui bouge beaucoup, et malheureusement, on se fait souvent prendre à contre-pied aussi par la bande. Ça fait partie de la game quand tu joues un jeu ouvert. C'est de la relance, par de la relance, par de la relance. Si jamais vous essayez de faire aimer le hockey à une personne, je vous conseille de leur montrer les Oilers d'Edmonton. Ça, c'est une équipe dynamique qui fait tout un show, mais c'est pas un jeu stratégique défensif at all. Un avantage numérique qui est quand même 26%, c'est le troisième meilleur avantage numérique, mais il faut mentionner là-dessus que Connor McDavid l'année passée
44 points en avantage numérique. Leon Draisaitl, 41 points en avantage numérique. Ça a été des monstres en avantage numérique. Pour cause, ces gars-là jouent pratiquement la totalité du 2 minutes quand c'est une mineure. Fait que bref, c'est des gars qui ne changent pas beaucoup en avantage numérique. D'habitude, ils restent à la glace pas mal tout le long. Un désavantage numérique à 79,4%, ce qui est quand même correct sans plus. C'est vraiment pas un désavantage désastreux, mais c'est pas non plus un excellent désavantage numérique. On s'est fait éliminer en troisième ronde des séries éliminatoires contre les puissants Avalanches du Colorado, mais nous devons mentionner que les Oilers d'Edmonton ont remporté la guerre de l'Alberta. Eh oui, on n'aurait pas gagé là-dessus, n'est-ce pas? Les Flames de Calgary se présentent avec une organisation qui est connue comme étant meilleure au niveau de son style défensif, son système défensif, avec un gardien de but qui est un gardien de but qui pouvait être mentionné pour le Vizina en Jacob Markstrom. Peut-être un conflit avec le gardien du côté de Markstrom. Là, j'ai cru comprendre que, en tout cas, on ne s'aime pas trop mutuellement dans cette situation-là. Mais anyways, c'est quand même un gardien de but qui est un gardien de but considéré parmi les meilleurs de la dernière saison. Puis là, on se présente avec Mike Smith. Le vieux barbu qui gaule tout croche. Mais mine de rien, il a quand même réussi à tenir le fort et il a battu Jacob Markstrom. Ou l'attaque a battu, peu importe, on s'en fout. Mais le final, c'est que les Oilers ont passé les Flames de Calgary. Ils venaient de connaître une saison de fou, les Flames de Calgary. On pense entre autres à un gars comme Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk qui avait connu une très bonne saison régulière puis qui avait quand même relativement des bonnes séries. Bref, les Oilers ont très bien fait. Mais malheureusement, ils sont butés à plus fort, rendus en finale de conférence. Mais c'est une organisation qui est à suivre, c'est sûr. En termes d'attaque, très solide. Fait une organisation qui est à suivre. Le meilleur en termes de buts l'année passée aura été Leon Draisaitl avec une somptueuse saison de 55 buts. Le meilleur en termes de points aura été Connor McDavid avec une plus que somptueuse saison de 123 points. Et le meilleur défenseur aura été le jeune Evan Bouchard. Et ça, c'est intéressant. Evan Bouchard, 81 matchs, 43 points, plus 10 en termes de différentiel. C'est un défenseur qui gravit les échelons chez les Oilers d'Edmonton. On peut parler qu'aujourd'hui, il est top 4 et il est top 4 à l'âge de 21 ans, si je ne fais pas erreur. Ou 22 ans, dans son cas, lui. 22 ans. Donc, il était 21 ans l'année passée. Bon, 22 ans cette année. Mais c'est un jeune défenseur qui aime beaucoup se porter à l'attaque, puis on l'a fort en estime du côté des Oilers d'Edmonton. Moi, le problème qui me dérange dans cette équipe-là, c'est que presque tous les défenseurs sont des défenseurs qui aiment se porter à l'attaque. Fait que c'est ça que j'aime un peu moins, mais c'est quand même, c'est un très bon potentiel au niveau des défenseurs offensifs de l'organisation des Oilers d'Edmonton. Alors, Evan Bouchard qui a été le meilleur pointeur, mais ça veut aussi dire que Tyson Barrie, qui l'année d'avant avait terminé au premier rang des pointeurs chez les défenseurs, a chuté de, je crois, c'est 32 positions, quelque chose de même. Exactement. Non, 32e. Donc, il a chuté de 31 positions pour être 32e chez les défenseurs en termes de points l'année passée. 41 points en 73 matchs. Donc, il est quand même, en termes de ratio points par match, il est peut-être plus intéressant qu'Evan Bouchard, mais c'est quand même une drop qu'il y a eu, puis une drop importante. Passer de meilleur pointeur chez les défenseurs de la Ligue à 32e, c'est décevant. Et c'est quand même un défenseur qui est payé 4 points millions. Je pense que c'est 4,5 millions, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même un peu dérangeant. Théoriquement, c'est lui qui devrait être ta force au niveau des défenseurs en avantage numérique. Puis là, Evan Bouchard prend de plus en plus de place chez les Oilers. Mais c'est très positif pour Evan Bouchard. Voici maintenant les espoirs du alacoupe.ca. Alors, sur le site alacoupe.ca, sous la plume de notre chroniqueur Alex Delcourt, vous allez pouvoir retrouver les 3 espoirs qui sont les 3 espoirs les plus proches d'atteindre la LNH. Donc, pas nécessairement les 3 espoirs les plus forts, mais bien sûr les plus proches d'atteindre la LNH. Et dans notre cas présent, les 3 espoirs sont insérables dans la formation de début de saison des Oilers d'Edmonton. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'être, ça dépend de leur camp, mais c'est des gars qui peuvent très bien faire la LNH dès cette année. On parle en premier lieu ici du défenseur Philip Broberg, un défenseur de 21 ans qui a joué essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée, 31 matchs, 4 buts, 19 passes, 23 points. C'est un défenseur qui est plus qu'intéressant parce qu'il est mobile, première des choses, gros gabarit,
très responsable dans sa zone et en plus, il aime se porter à l'attaque. Fait que je vous ai mentionné, on a des défenseurs qui aiment beaucoup se porter à l'attaque du côté des Oilers d'Edmonton. Philip Broberg est quelqu'un d'intéressant parce qu'il est responsable dans sa zone. Fait que c'est un jeune que c'est sûr il va falloir qu'il s'habitue au style de jeu de la LNH, là, mais c'est un jeune qui va apprendre le style de jeu peut-être un peu plus défensif et il est quand même capable d'apporter de l'attaque. Ce qui fait qu'il va répondre à la mentalité des Oilers, apporter de l'attaque, mais en plus d'être responsable dans sa zone. C'est à peu près la job que Darnell Nurse fait, mais chez un plus jeune. Par la suite, on a le gardien de but Stuart Skinner, un gardien de 23 ans qui a joué essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée. 35 matchs, 2.21 d'efficacité et 2.21 d'efficacité, 2.21 de moyenne et bien 920 d'efficacité. Il a joué un petit peu dans la LNH, puis quand même 913 d'efficacité dans la LNH. C'est assez intéressant. Stuart Skinner, c'est un gars que on va dire tranquillement, mais sûrement, il s'en va vers la LNH. Et là, il y a fort à parier avec le départ de Koskinen. Ça a été difficile d'ailleurs pour Koskinen, j'en ai pas parlé, là, mais Koskinen, 45 matchs, 3.10 de moyenne, 903 d'efficacité. Le grand gardien de but avait parfois beaucoup de difficultés. Alors, il ne continuera pas sa carrière. Je pense que si je ne fais pas erreur, il est rendu en Europe. Je pense qu'il retourne en Europe, quelque chose comme ça. Mais avec le départ de Koskinen, avec Mike Smith qui est blessé indéfiniment, ça l'ouvre une porte. Parce qu'on a été chercher 2 gardiens pendant la saison morte. Un gardien de but qui peut être ton starter, puis un autre qui devrait même pas être ton auxiliaire. Fait que ça l'ouvre une porte très claire pour notre gardien, Stuart Skinner. Il a un petit peu d'expérience l'année passée dans la LNH. Il a joué un total de 13 matchs avec les Oilers d'Edmonton, 2.62 en termes de moyenne et 913 d'efficacité. On ferme le tout avec l'attaquant Dalen Holloway, un ailier gauche de 20 ans qui a joué essentiellement dans la Ligue américaine, en fait totalement, je pense, dans la Ligue américaine. En tout cas, essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée. 33 matchs, 8 buts, 14 passes pour 22 points. Dans son cas à lui, il a connu une bonne première saison au niveau professionnel. C'est un joueur qui est reconnu comme étant un joueur intelligent et qui est très efficace le long des bandes. C'est un gars qu'on pourrait voir percer l'alignement dès cette année parce qu'on considère qu'il a la vitesse et le gabarit pour jouer LNH. Alors ça ici, c'est un alignement que je vous propose. Ce n'est pas un alignement qui est basé selon les pratiques de l'équipe ou qui est basé selon les analyses quelconques. C'est vraiment un alignement que je vous propose. Puis je vous dirais qu'en tant que tel, l'équipe n'a pas nécessairement énormément changé. Et ça, c'est un avantage parce que les gars se connaissent. Donc la cohésion est plus probable du côté des Oilers. Et une chose que j'adore, c'est que mon top 6... pour vous situer, bien entendu, les joueurs qui sont en bleu, c'est les joueurs qu'on connaît déjà bien chez les Oilers d'Edmonton. Les joueurs en rouge, on les a acquis pendant la saison morte. Et les joueurs en vert, c'est les espoirs qui peuvent percer l'alignement. On remarque que tout est en bleu dans mon top 6 et que tout est en bleu dans mon top 4. J'aime ça parce que les gars se connaissent. Donc, ils sont capables de jouer ensemble. Ils connaissent à peu près le style de jeu de leur partenaire de ligne. Donc, je pense qu'au niveau de la cohésion, c'est intéressant du côté des Oilers d'Edmonton. Il n'y a pas nécessairement eu de gros mouvements à part peut-être les gardiens de but, mais de gros mouvements du côté des Oilers. Fait on a un corps qui se maintient et il faut apprendre à grandir ensemble, comme dirait l'autre. Alors, au niveau de la première ligne, on va y aller avec Zach Hyman. Lui a connu sa meilleure saison en carrière l'année passée. C'est sûr que quand tu arrives avec les Oilers, d'habitude, tes stats offensives augmentent un peu. Donc, 54 points en 76 matchs l'année passée pour Hyman, qu'on fait jouer avec bien, Connor McDavid. Il n'y a pas de doute à savoir qui est ton premier centre quand tu parles des Oilers d'Edmonton. Connor McDavid, 123 points et 80 matchs l'année passée, dont je crois 44 buts, si je ne fais pas erreur, du côté de Connor McDavid. Excellente saison. Quoi dire de plus? Très bonne saison. Fait on le fait jouer Connor McDavid avec Evander Kane. Evander Kane. 39 points en 43 matchs l'année passée. On a connu des scandales, plusieurs scandales, je dirais, du côté d'Evander Kane. Bon, une histoire de banqueroute, une histoire d'ex-femme, une histoire qui ne prend pas soin de ses enfants. Bref, beaucoup de scandales du côté d'Evander Kane. Il se pourrait même que ce soit les joueurs qui l'ont chassé de San Jose. Et puis là, on a décidé du côté des Oilers, on y accorde une chance. Fait qu'on l'avait signé à rabais à l'époque. Et force est d'admettre, c'est que ça l'a rapporté comme guess. Parce que le gars a connu une bonne présence en saison régulière, 39 points en 43 matchs en saison régulière, mais il a très bien fait en séries éliminatoires aussi. En séries éliminatoires, c'est 15 matchs, 13 buts, 4 passes pour 17 points. 15 matchs, 13 buts. Franchement,
ça l'a bien été pour le bad boy du Western. Fait qu'on le fait jouer avec Connor McDavid et Zach Hyman. En termes de deuxième ligne, on va y aller avec Ryan Nugent-Hopkins, 50 points, 63 matchs l'année passée. C'est dommage, lui, parce qu'il est blessé pratiquement à toutes les saisons. C'est un joueur qui est capable de jouer à peu près à toutes les positions offensives. Il est plus confortable à l'aile gauche que droite, mais il est capable de jouer au centre, il est capable de jouer à l'aile gauche. C'est un gars qui peut jouer en désavantage numérique comme il peut jouer en désavantage et en avantage numérique. Fait que c'est un joueur qui est un joueur complet, qui est très intéressant et qui pourrait, dans une autre équipe, même être le centre de deuxième trio. Je pense que c'est un gars qui aurait le talent pour l'être. Qu'on fait jouer avec le grand et gros Leon Draisaitl, 110 points en 80 matchs l'année passée, une très bonne saison pour lui aussi. On aime l'utiliser en désavantage numérique lui aussi, Leon Draisaitl. Qu'on fait jouer maintenant avec le petit Kailer Yamamoto, 41 points en 81 matchs l'année passée. C'est assez ironique de faire jouer Draisaitl qui est très grand avec Yamamoto qui est très petit. Bon bref, au pire, on va le protéger. En termes de troisième ligne, on y va avec Ryan Fogle, c'est 26 points en 82 matchs l'année passée. Ce qui est le fun, c'est qu'ils ont des joueurs qui sont capables de patiner. C'est une organisation qui est rapide, qui aime beaucoup le jeu de transition. Fait à peu près tous les joueurs, il n'y a pas vraiment de méga joueurs costauds. Mais tu avais Zach Cation qui est parti, mais sinon. Par la suite, on fait jouer Fogle avec McLeod. De son côté, McLeod, il est jeune. Il a quel âge? Il a 22 ans. Pour l'instant, il n'est pas encore signé. Mais s'il signe, c'est 21 points, 71 matchs l'année passée. Il n'y a aucune chance de buster un des deux postes de centre dans le top 6. Fait que c'est sûr qu'il va être 3, à moins qu'il joue aux ailes. Et par la suite, on a Jesse Puervi. Dans son cas, à lui, c'est 36 points, 65 matchs. C'est intéressant, Jesse Puervi, parce qu'on a cru en lui, on a abandonné sur lui. On a cru en lui, on a abandonné sur lui. Et puis finalement, ben, coudon, il s'en sort. Que, il est là. Jesse Puervi, qui est un joueur qui avait un très haut potentiel, mais je pense qu'il a déçu quand même pas mal avec les années. Mais il reste que 36 points, 65 matchs. Peut-être qu'il est éclos, ça serait à peu près temps. En termes de quatrième trio, on y va avec Jan Mark. Lui, il nous arrive des Golden Knights de Vegas. C'est 25 points, 67 matchs, un joueur de profondeur. Ryan, même chose, 22 points, 75 matchs, un joueur de profondeur. Que je fais jouer avec Holloway. Et la raison pour laquelle je le fais jouer avec Holloway, c'est parce qu'Holloway a quand même juste joué dans la Ligue américaine l'année passée. Fait que je me dis, c'est un step un peu rough à prendre, disons, sauter directement au niveau de la LNH directement sur un troisième trio. Mais ça pourrait être intéressant que Holloway soit utilisé sur le troisième trio avec McLeod et Puervi à la place du quatrième trio. C'est une option, je pense, qui peut être intéressante si jamais il s'adapte bien au niveau de la LNH. En termes de scratch, on y va avec Shore et McKaig. McKaig, il nous arrive des Rangers de New York. Au niveau des défenseurs, ben là, j'y étais avec une structure qui est à peu près ce qu'on a vu l'année passée. Je n'ai pas réinventé la roue, comme on dirait. Darnell Nurse, qui était le défenseur le plus utilisé du côté des Oilers d'Edmonton, 35 points, 71 matchs l'année passée. C'est un défenseur qui est censé être bon dans les deux sens, mais sa production offensive a été comme so-so. Peut-être pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui, mais il reste que ça a été le défenseur le plus utilisé l'année passée. Puis étonnamment, avec Cody Ceci, je vous avoue que je ne m'attendais pas nécessairement à voir que c'était une des combinaisons les plus fréquentes du côté des Oilers. Mais oui, 28 points en 78 matchs l'année passée. Cody Ceci, un défenseur qui est capable de jouer physique, peut-être un petit peu plus défensif. Mais c'est ça, je m'attendais pas nécessairement à ce que ça soit ça. Mais bon, enfin bref. Par la suite, on a Brett Kulak, 21 points en 74 matchs. On connaît bien à Montréal, un défenseur pas à gros gabarit, mais qui aime beaucoup patiner. C'est un défenseur qui est intelligent dans son jeu, pas très physique. Mais c'est ça, il aime aussi se porter à l'attaque. Qu'on fait jouer avec le jeune Evan Bouchard, 43 points en 81 matchs l'année passée. Il a connu une excellente saison. C'est une première saison complète pour Evan Bouchard, puis ça a été une bonne première saison complète. Fait que c'est un gars, honnêtement, qui est très intéressant à utiliser, entre autres en avantage numérique, Evan Bouchard. Par la suite, en termes de troisième paire, on y va avec le jeune Philippe Broberg. C'est 3 points en 23 matchs dans la LNH l'année passée que je fais jouer avec Tyson Barrie, 41 points en 73 matchs. C'est quand même non négligeable comme troisième paire. Tu as un bon prospect avec un gars qui a eu des très bons moments au niveau LNH, puis sa carrière n'est pas finie encore, Tyson Barrie. Fait que, en termes de défenseurs, tu as quand même 3 paires qui sont intéressantes pour relancer l'attaque. Mais tu as comme. Mettons que tu me dis de me bâtir une unité spéciale en désavantage numérique avec ces défenseurs-là, je me sens pas choyé. On va dire ça comme ça. En termes de scratch, j'y vais avec Ryan Murray, le jeune vétéran, 28 ans. Il nous arrive de l'Avalanche du Colorado. C'est 4 points en 37 matchs l'année passée.
Il a déjà connu des meilleures heures. Bon, là, on arrive avec les gardiens de but. Au niveau des gardiens de but, on a fait des acquisitions et ça, c'est quand même assez intéressant puisqu'on a fait l'acquisition de Campbell des Maple Leafs de Toronto. Dans son cas, à lui, l'année passée chez les Leafs, c'est 49 matchs, 2,64, 914 d'efficacité. Ce qu'il faut mentionner, c'est que les Panthers, c'est pas non plus une équipe qui est excellente au niveau de l'exécution défensive. Fait qu'il ne sera pas nécessairement très dépaysé dans un style de jeu qui est ouvert. Bref, il devrait être capable de s'adapter. Jack Campbell, c'est un gars qui est reconnu comme étant un bon coéquipier, qui a une bonne attitude et c'est un gars qui a eu des très bonnes performances quand même avec les Maple Leafs de Toronto. Du côté de Toronto, on a opté pour y aller avec un jeune talent qui avait un potentiel plus élevé. Bref, on a décidé de laisser aller pour ce qui est de Campbell. Mais dans son cas à lui, c'est quand même un gardien de but que moi je vois comme étant pas mal plus solide que ce qu'on avait l'année passée. Bref, c'est un gars qui vient remplir une chaise qui est une chaise qui a été un manque du côté des Oilers depuis quand même plusieurs années. Un gardien de but partant identifié. Et c'est lui. Donc, on a quand même un upgrade à ce niveau-là. Au niveau du deuxième gardien de but, ben là, j'y vais avec le jeune Stuart Skinner, un gardien de but de 23 ans. Il a 13 matchs dans la LNH l'année passée, 2,62 en termes de moyenne et 913 d'efficacité. Mais comme je vous ai expliqué en début de vidéo, d'après moi, c'est vraiment l'ouverture qui se présente à lui. C'est là. Il faut qu'il saisisse sa chance là. Parce que là, on a abandonné Koskinen. Mike Smith va probablement pas jouer. Donc, c'est un poste qui est à prendre auxiliaire et d'après moi, il est mûr pour prendre ce poste-là. Et par la suite, ben, on a Calvin Pickard qui lui nous arrive de Détroit pour sa part. 3 matchs dans la LNH l'année passée. 4,32, 975, mais on se calme, il jouait à Détroit. OK? Fait qu'à Détroit, c'était pas facile. Donc, ça sera peut-être pas facile à Edmonton non plus. Mais c'était plus facile, par contre, dans la Ligue américaine pour Calvin Pickard l'année passée. 43 matchs dans la Ligue américaine, 2,58 de moyenne et 918 d'efficacité. Fait que sur papier, l'organisation n'a pas changé énormément, mais on a un beau upgrade au niveau des gardiens de but et je crois qu'on a un gardien de but identifiable partant, un gardien de but identifiable auxiliaire et un gardien de but Ligue américaine en Calvin Pickard. Fait que ça, c'est intéressant parce que c'est rare qu'avec les Oilers dans les dernières années, on a parlé qu'on avait une position de gardien qui était bonne. Et là, je pense qu'elle est bonne. Bon, bref, l'équipe n'a pas énormément changé, mais avec les petites modifications qu'on a faites au niveau des gardiens de but, puis peut-être aussi avec une année complète sous le nouveau coach de Woodcroft, peut-être est-ce qu'on va réussir à accomplir un petit peu plus que ce qu'on avait accompli cette année. En tant que tel, je ne vous dis pas nécessairement parce que je pense que c'est très respectable d'avoir été en finale de conférence. Là. Fait que c'est quand même très respectable. C'est sûr qu'on vise la finale de la Coupe Stanley et la Coupe Stanley du côté des Oilers parce qu'on a des éléments qui coûtent très cher et il faut que ça performe. Mais d'après moi, c'est une organisation qui devrait être assez confortable en séries éliminatoires l'année prochaine et peut-être même améliorer son sort au lieu d'être 11e, peut-être monter dans le top 10. Mais peut-être aux alentours du top 5, là, mettons, je sais pas, 7e dans la ligue, là, quelque chose comme ça. C'est une organisation, d'après moi, qui devrait être un peu plus performante qu'elle l'a été l'année passée. Est-ce que Evander Kane va maintenir son vibe qu'il avait de la dernière année? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a encore cette frustration de vouloir prouver au monde hockey qu'il est capable d'accomplir de grandes choses? Ça, j'en ai aucune idée. Mais, d'après moi, ça devrait être plus solide. Alors, j'y vais avec série assez confortable pour les Oilers d'Edmonton. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que les Oilers d'Edmonton, c'est une organisation qui fait les séries assurées? C'est-tu même un Cup contender ou peut-être que c'est une équipe qui va juste courir pour une place en série selon vous? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on fait un petit j'aime, on partage aussi pour être un maximum de hockey fans à jaser de hockey parce que c'est toujours plus plaisant. Alors, on s'abonne à la chaîne YouTube et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2022-2023. Je vous dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous!